bienvenue à tous pour cette deuxième partie d'INSEM qui est consacrée aux troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage qu'on appelle les troubles 10. Alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est souvent même l'inverse, mais il constitue un challenge éducatif. Alors l'idée c'est proposer des ajustements aux méthodes d'enseignement standard et depuis près d'un an, eh bien, l'association Bastiaise Opérate va même recenser les enjeux qui sont communs à tous ces troubles 10 pour trouver non seulement des outils d'accompagnement et également des possibilités d'insertion professionnelle. Alors le président de l'association, Sylvain Picot, est notre invité. Si vous avez des questions à lui poser, un numéro de téléphone 0800 3x 0900 ou alors écrivez-nous sur Facebook, Faustine vous veillez. Oui, on a fait un post, vous pouvez réagir et poser vos questions. Alors c'est parti tout de suite, INSEM spécial trouble 10. Bonjour Sylvain et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Sylvain, vous êtes membre de l'association, vous en êtes même à l'origine, vous êtes également ergothérapeute. Oui. Alors ergothérapeute, expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas particulièrement connu. L'ergothérapie est un métier donc paramédical qui intervient sur prescription médicale, qui rentre donc le même typologie de métier que les orthophonistes ou les psychomotriciens. On est dans ce type de métier. Voilà. Le but d'un ergothérapeute, donc ergo égale activité, et souvent on dit l'ergothérapie, la thérapie pour et par l'activité. L'idée étant de proposer des solutions qui vont permettre à une personne qui serait en situation de handicap de contourner ces situations de handicap, soit dans le cadre d'une rééducation, soit dans le cadre d'une réadaptation avec des aménagements. Par exemple, quelqu'un qui souffrirait d'une hémiplégie, donc de la paralysie d'un hémicorps, pourrait avoir besoin d'un ergothérapeute pour réapprendre les gestes de la vie quotidienne, pour se laver, s'habiller, manger. Donc à la fois apprendre et s'adapter. Et s'adapter, tout à fait. Si c'est pas possible, compenser le handicap au travers de solutions, soit gestuelles, soit techniques notamment. D'accord. Alors, l'origine du projet L'Opérate, c'est une association. Tout à fait. C'est vous qui êtes à l'initiative du projet. Oui. Et quelle est la vocation de cette association ? Bien, du coup, en tant qu'ergothérapeute, je collabore avec un certain nombre de praticiens sur l'accompagnement donc des enfants qui souffrent des troubles 10, et on s'est aperçu que, arrivé à l'âge adulte, bien souvent, on manquait de moyens pour aider et accompagner ces adultes qui sont porteurs de troubles des apprentissages et qui se retrouvent en situation de difficulté dans l'emploi. Donc on a répondu à un appel à projet dans le cadre d'une expérimentation visant à proposer des évaluations et une méthodologie d'accompagnement pour favoriser l'insertion professionnelle donc, de ces adultes qui sont sortis du système scolaire et qui se retrouvent en difficulté dans l'emploi ou pour trouver un emploi. D'accord. Voilà. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vais vous demander de nous expliquer, Sylvain, ce que sont les troubles 10, ce qu'on appelle les troubles 10. Alors en France, les troubles 10, donc les troubles spécifiques du langage, des praxies, des apprentissages, de l'attention, sont regroupés dans cette terminologie de troubles 10. Elles ont pour point commun engendrer des difficultés scolaires. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine même du mot 10, qui en grec signifie une difficulté en quelque sorte. Donc dans le profil, on a des troubles cognitifs, un ou plusieurs, mais en aucun cas un ralentissement global du fonctionnement cognitif, ce qui exclut nécessairement tout ce qui est déficience intellectuelle du profil des troubles 10, mais pas seulement. Par exemple, les troubles sensoriels, on pourrait imaginer qu'un enfant qui aurait un problème de vision puisse se retrouver en difficulté pour lire et on pourrait alors penser que ça pourrait être une dyslexie. Or, ça peut être un problème ophtalmologique. Donc il y a un certain nombre de diagnostics d'élimination à faire et c'est là le rôle important du médecin sur cette élimination. Justement, on a eu pas mal de réactions sur Facebook, notamment des gens qui nous disent qu'il faudrait généraliser les bilans vers 5-6 ans et ça n'est pas forcément fait. Alors, généraliser, c'est... je dois répondre. Parce que, alors, il y a une multiplicité des troubles 10. On en parlera, j'imagine, un peu plus tard, mais il y a différents types de troubles 10 et le diagnostic sera posé aussi en fonction de l'apprentissage.
Par exemple, la dyslexie ne saurait être posée en courant de CP, puisqu'il faut avoir effectué l'apprentissage de la lecture de façon très logique pour pouvoir poser un diagnostic de dyslexie. Donc, tout va dépendre de ce dont on parle. Donc, généraliser à un âge, c'est peut-être pas la solution. Ça n'empêche pas de faire des bilans si l'enfant est en difficulté, qu'il soit aidé, etc. C'est pas ce que je dis. Mais sur l'aspect diagnostic, en tout cas, c'est plus compliqué que pour poser un diagnostic, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le comment va être aussi important que le quand. Tout à fait. On ne peut pas, quand il est question d'apprentissage de la lecture, s'inquiéter quand on a 3 ans. Quand l'enfant a 3 ans. De fait. C'est un petit peu tôt. Par contre, pour la dysphasie, donc qui va concerner plutôt... Alors c'est quoi la dysphasie, la dyslexie, la dyspraxie, d'autres choses? La dysphasie va concerner plutôt tout ce qui est langage parlé, langage oral. D'accord. Et là, on aura une symptomatologie qui peut-être sera plus précoce que dans le cadre de la dyslexie. Donc, dyslexie, c'est plus... donc va altérer la lecture en association souvent avec la dysorthographie qui concernera les difficultés d'orthographe. Voilà. On a aussi la dyscalculie qui concerne tout ce qui est une altération des compétences logico-mathématiques. Donc là aussi, l'âge va être conditionné par le niveau d'apprentissage de l'enfant. La dyspraxie concernera plutôt les troubles du geste, les gestes appris. Donc là, en tant qu'ergothérapeute particulièrement, on intervient de façon plus spécifique sur ce type de trouble. La dysgraphie sur le trouble de l'écriture, la graphomotricité. On aura aussi tout ce qui est trouble de l'attention, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité qui sont rattachés à cette catégorie de troubles 10. Alors, il n'est absolument pas question d'une maladie. Mais, oui, non. Donc du coup, on ne guérit pas. Non, non. Il va falloir s'adapter. Oui. C'est ça le principe, trouver des solutions à ces troubles. Tout à fait. Alors, il va y avoir une rééducation qui sera possible, qui doit être faite. Et le rééducateur mobilisé dépendra de la typologie de la difficulté de l'enfant, de l'atteinte fonctionnelle qui est la sienne, puisque comme on le disait tout à l'heure, sur une problématique d'orthophonie, de lecture, on mobilisera plutôt un orthophoniste, alors que sur un trouble de l'écriture, par exemple, pas que, mais on pourra mobiliser... Donc le trouble, en clair, ne va pas... Enfin, pourra peut-être empêcher, mais va surtout ralentir l'apprentissage dans un système éducatif standard. Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire que l'enfant va se retrouver en décalage dans son apprentissage par rapport à sa tranche d'âge. Donc la rééducation a vocation à aider à compenser cette problématique, et aussi la réadaptation et les aménagements pédagogiques qui doivent être mis en place dans le cadre de la scolarité pour soulager l'enfant. C'est pas une maladie? Oui, on a justement pas mal de réactions de gens qui nous disent que les enseignants ne sont pas assez formés dans les écoles. Mais, il est certain que des actions, en tout cas, ont été menées au niveau de l'éducation nationale en Corse. Les choses sont très certainement, bien sûr, à améliorer à plusieurs niveaux. Mais c'est vrai que le premier interlocuteur, puisqu'on parle de trouble de l'apprentissage, donc la concrétisation, si je peux dire les choses comme ça, du trouble de l'enfant, ce sera l'école. Donc l'un des premiers concernés par ce type de problématique, c'est l'enseignant. De ce fait, il a une part importante dans la prise en compte de la problématique et des solutions qu'il peut proposer. Il y a parfois des solutions très simples qui peuvent être proposées pour aider l'enfant, comme encore une fois, moi, en tant qu'ergothérapeute, donc j'interviens sur ce qui est trouble de la graphomotricité. Le fait de soulager la quantité d'écrit est un aménagement simple pour un enfant qui souffrirait d'une dysgraphie, en lui fournissant des photocopies ou en lui transmettant les cours par email. Alors, qu'on comprenne bien, c'est pas une maladie, c'est un trouble qui va se manifester donc en premier temps à l'école, puisque c'est un trouble de l'apprentissage. Donc au fil de l'apprentissage, on peut s'alarmer. Comment est-ce qu'on fait pour poser le diagnostic? Si les parents doivent s'inquiéter, c'est à quel moment? Et il faut être attentif à quoi? Alors, le cas classique, c'est soit l'enseignant donc qui justement relève la difficulté de l'enfant. Mais c'est pas à lui Non, absolument pas. Il est là pour dire attention, peut-être que. Absolument, tout à fait. Voilà, pour lui, pour s'interroger, pour dire à la famille
il me semble qu'il y a une particularité dans son fonctionnement. Donc effectivement, votre interlocuteur a raison, c'est-à-dire que le plus les enseignants seront formés, le plus ils auront des facilités à alerter les familles. Donc c'est une remarque qui est effectivement tout à fait pertinente. Et ensuite, tout dépend un peu des réseaux locaux, hein. Surtout en Corse, on a des professionnels avec des fonctionnements différents dans chaque micro-région, si je puis dire. Mais globalement, soit il faut se tourner vers des praticiens identifiés sur ce type de problématique. Eh bien, alors, le diagnostic se fait sur une évaluation pluridisciplinaire, mais encadrée de façon systématique par un médecin, et notamment un neuropédiatre qui va venir faire la synthèse de l'ensemble de ces évaluations, exclure, ce que je disais en préambule, d'autres troubles qui pourraient en quelque sorte mimer ce type de problématique. Et donc ces différents professionnels sont en fonction de la difficulté, orthophonistes, ergothérapeutes, neuropsychologues, psychomotriciens, orthoptistes, une équipe pluridisciplinaire. Donc soit les gens vont en libéral, soit... À ce propos, justement, il y a une réaction de Ange qui nous dit qu'il n'y a pas assez de professionnels et qu'il faut souvent prévoir 1 an avant d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Tout à fait. Comme pour la remarque pour l'enseignante, c'est vrai que il y a des améliorations à faire. Sur, 1 an, c'est long pour un enfant qui présente des troubles. Oui, tout à fait. Alors, le problème, ce serait arrivé à l'âge adulte et d'être passé à côté de ces troubles. Et ça arrive souvent. Absolument. Donc ça, c'est d'ailleurs ce pourquoi a été créée l'association. En fait, c'est parti d'un cas concret d'un monsieur qui travaillait dans une pharmacie, qui est dyslexique et notamment dyscalculique, et pour qui ça posait d'importantes difficultés au quotidien, parce qu'évidemment la lecture d'ordonnance, la conversion ça peut devenir embêtant. De posologie le gênait considérablement. Mais il était passé à côté jusqu'alors. Alors, de mémoire, peut-être son diagnostic avait-il été établi, mais toujours est-il que dans sa situation d'emploi, il se retrouvait en difficulté, il se retrouvait stigmatisé, parce que c'est la grande problématique des troubles des apprentissages, stigmatisé par l'employeur et même le collectif de travail, et finalement pas de solution d'accompagnement. Donc avec une équipe de praticiens dont le docteur Le Gallet, mademoiselle Carril, mademoiselle Philippe et mademoiselle Casanova, nous avons porté une proposition dans le cadre de cette expérimentation, donc qui est encadrée par les AGFIP, pour aider les conseillers Cap Emploi et SAMED, donc qui sont des structures chargées de l'insertion professionnelle, à accompagner dans l'emploi des adultes souffrant de troubles 10. Donc on l'a bien compris, c'est du cas par cas. On n'hésite pas à s'adresser à l'association. Il y a une adresse qui s'est affichée si on veut vous écrire. Merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté de relever le challenge pour nous expliquer ce que sont les troubles 10. Alors demain, on va parler de toute autre chose à votre place. On va parler de domotique, la maison intelligente, vous connaissez ? Non, pas vraiment. Ah bah alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un gadget ? Eh bien, ce sera David Bacry, qui est installateur, qui devra tout nous dire d'ici là. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous dis à demain. Ciao.